Je suis allé dîner avec mes enfants au restaurant. En entrant, je les ai vus. Ma femme. Et son amant. Ensemble. Assis là, comme si de rien n'était. Mon cœur s'est figé. J'ai regardé mes enfants, j'ai souri comme si tout allait bien et j'ai dit doucement. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. Les enfants, allez dans la voiture, on partira dans quelques minutes. Quand ils ont quitté la table, je me suis dirigé lentement vers elle. Elle était là, face à lui, riant de quelque chose. Et moi, debout, face à cette image déchirante de trahison. Je me suis approché, j'ai regardé chacun dans les yeux, puis j'ai dit d'une voix calme, mais pleine de larmes invisibles. Je suis venu ici pour dîner avec nos enfants. Et ce que je découvre, c'est cette scène effroyable. Tu viens de briser notre famille. J'espère que ton choix te rendra heureuse. Moi, je pars. Elle s'est levée d'un bond, comme si mon regard venait de la gifler en pleine âme. Ses yeux se sont ouverts en grand, pleins d'un effroi soudain, comme si la réalité s'était écrasée sur elle d'un seul coup. Mais c'était trop tard. Car quelque chose en moi est mort à ce moment-là. Quelque chose qui, jusque-là, survivait pour elle. Pour nous. Pour les années partagées, les rires, les dîners, les dimanches en famille. Ce quelque chose a rendu l'âme. Je ne suis pas parti par fierté. Je suis parti parce que j'ai compris, enfin, qu'il n'y avait plus rien à sauver. Rien. Pas même son silence. Pas même le tremblement de ses mains, alors qu'elle n'avait plus la force de prononcer un seul mot. Elle a couru derrière moi, trébuchant sur les mots qu'elle ne trouvait plus. Ses supplications, ses excuses n'étaient rien face à ce que j'avais vu de mes propres yeux. Moi, j'étais déjà parti bien avant de lui tourner le dos. Et le plus cruel, c'est qu'elle l'a compris à cet instant. Elle m'a trompé pendant que je la protégeais du monde. Des problèmes. Des jugements. Elle m'a trahi pendant que je faisais des projets d'avenir, pendant que je cherchais un vin spécial pour notre anniversaire, pendant que j'apprenais à nos enfants à l'aimer. Elle m'a trahi avec un homme sans passé, sans histoire, un homme qui souriait à mes côtés aux fêtes de famille, comme s'il ne partageait pas la nuit avec celle que j'appelais ma femme. Et elle lui souriait aussi. Le pire, ce n'était pas de découvrir la trahison. Le pire, c'était de réaliser que peut-être, à un moment donné, elle était restée avec moi par pitié. Par confort. Par peur de la solitude. J'étais aveugle, sourd, m'obstinant à sauver un mariage qui, en elle, était déjà mort depuis longtemps. Mais elle n'avait pas eu le courage de me l'avouer. Elle avait besoin que je le voie. De mes propres yeux. Ce qu'elle n'a jamais eu la décence de confesser. Ces soirs où elle rentrait tard du travail. Ces longues douches. Ces messages effacés. Ce téléphone posé face contre table. Tout faisait sens maintenant. Chaque « je t'aime » murmuré sans sincérité, chaque faux élan de tendresse pendant qu'en elle quelque chose s'éloignait déjà, vivait déjà une autre vie. Et moi, pauvre idiot, je croyais que ça allait mieux. Que nous renaissions. Je me suis demandé comment j'avais pu ne rien voir. Comment j'avais pu être aussi stupide. Aussi aveugle. Aussi désespérément prêt à croire en quelque chose qui n'existait que dans ma tête. Elle dormait à mes côtés en rêvant d'un autre. Elle faisait l'amour avec moi comme on honore un contrat. Ce corps qu'elle offrait vraiment ailleurs. Elle avait tout de moi. Mon amour. Ma fidélité. Ma confiance. Mes peurs, confiées dans l'obscurité de la nuit. Mes fautes, pardonnées. Ma famille, offerte sur un plateau d'argent. Mes enfants, l'appelant pendant qu'elle se déshabillait pour un autre homme. Et elle a tout jeté. Pour un moment. Pour quelqu'un qui, peut-être, la faisait se sentir vivante. Mais qui n'a jamais payé le prix de la vraie vie à ses côtés. Cet amant, c'était la facilité. L'interdit excitant. Il n'avait pas vu son accouchement. Il ne l'avait pas tenue lorsqu'elle était malade. Il ne l'avait pas soutenue quand ses parents sont morts. Moi, si. J'étais là. J'étais son pilier. Et elle a échangé tout cela pour une illusion. Et pourtant,
elle a couru après moi. Elle a crié mon nom sur le parking. Elle m'a dit que ce n'était pas ce que je croyais. Et j'ai ri. Rire, c'était la seule chose que je pouvais encore faire. En voyant son visage paniqué. Parce que si. C'était exactement ce que je croyais. Et bien plus encore. Ce n'était pas juste l'infidélité charnelle. C'était le mépris. Le théâtre. Les mensonges répétés, peut-être depuis des années. Et à cet instant, elle a compris que j'étais le seul à l'avoir aimée. Vraiment. À l'avoir voulu tout entière. Avec ses silences. Ses failles. Moi, j'étais prêt à vieillir à ses côtés. Mais c'était trop tard. Elle m'a vu partir. Et au fond d'elle, elle savait que c'était définitif. Ce qu'elle ne savait pas encore, mais qu'elle découvrirait bientôt, c'est que son amant n'avait jamais eu l'intention de rester. C'était un joueur. Un conquérant. Un homme de frisson interdit. Et dès qu'il l'a vue seule, dépouillée de son rôle de femme mariée, de mère, de convoitise, il est parti. Aussi simplement que ça. Disparu. Sans un mot. Et elle s'est retrouvée seule. Vide. Rejetée. Et pour la première fois, elle a goûté à ce qu'elle m'avait fait vivre. La différence, c'est que moi, j'ai survécu. Elle, non. J'ai recollé mes morceaux. Lentement. Avec douleur. J'ai trouvé refuge dans l'amour de mes enfants. Dans les journées simples. Dans les amitiés sincères. Et un jour, une nouvelle femme est arrivée. Pas pour guérir mes blessures. Mais pour marcher à mes côtés, quand je n'avais plus besoin d'être sauvé. Elle a tenté de revenir. Elle a envoyé des lettres. Des messages. Elle a laissé des fleurs devant ma porte. Elle a dit qu'elle était désolée. Qu'elle avait été faible. Que l'autre homme l'avait jetée comme une ordure. Mais plus rien de tout cela ne comptait. Car il ne s'agit pas seulement de pardonner une chute. Il s'agit de comprendre qu'à partir du moment où quelqu'un vous piétine avec autant de froideur, ce n'est pas seulement l'amour qui meurt, c'est l'admiration. Et sans cela, rien ne survit. Parfois, je me surprends encore à repenser à cette nuit-là, à l'expression sur le visage de mes enfants, perdus, confus, quand je leur ai ordonné de monter dans la voiture. Ma voix était ferme, mais mon cœur saignait. Ils étaient à table, tous les deux, riant comme des adolescents, comme s'ils croyaient que le monde ne les atteindrait jamais. Je me souviens d'elle courant derrière moi, et de l'instant précis où j'ai détourné le visage. Cette seconde-là, c'était la phrase, c'était la fin de ce qui nous restait. Mais ce qui m'a le plus frappé cette nuit-là, ce n'est pas ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai découvert plus tard. Une dernière vérité. Un secret qu'elle avait caché. Et qui a tout changé. Car elle croyait avoir perdu son mari. Mais ce qu'elle a vraiment perdu, c'était bien plus que ça. Bienvenue sur la chaîne. Ici, nous ne romantisons ni n'excusons aucune forme de trahison. Toutes les histoires sont fictives, mais chacune porte en elle une vérité. La trahison détruit. Les vies. Les familles. Les âmes. Notre but est de montrer, à travers la douleur de nos personnages, le poids réel des mauvaises décisions. Préparez-vous. Ce que vous allez entendre est une histoire choquante, intense et inoubliable. Daniel était ce genre d'homme qui passait inaperçu lorsqu'il entrait quelque part. Mais il suffisait d'échanger quelques mots avec lui pour que sa présence devienne impossible à ignorer. Il avait cette façon calme d'écouter, une voix ferme mais accueillante. Comme s'il connaissait le poids des mots et les choisissait toujours avec sagesse. À 42 ans, son visage portait les douces marques du temps. Et ses yeux, une clarté rare, celle de ceux qui ont traversé des épreuves mais ont su rester bons. Ingénieur civil de profession, Daniel aimait voir les structures naître du néant. Comme si chaque bâtiment reflétait sa foi en la vie. Tout peut être construit, avec de la dévotion, de l'effort et de la foi. Il était méthodique, casanier. Et adorait les dimanches en famille à regarder un film avec ses enfants. Et boire un café préparé à l'heure exacte comme son père le faisait autrefois. Malgré les épreuves, sa vie avait toujours suivi un chemin prévisible. Guidé par des valeurs solides et des priorités claires.
Et au sommet de toutes ses priorités, il y avait Laura. Laura, elle, était intense. Elle avait 39 ans et une étincelle dans les yeux qui rendait jalouse bien des femmes plus jeunes. Professeure de littérature dans un établissement réputé. Elle était passionnée par les mots, les détails, les non-dits. Elle avait une manière poétique de voir le monde, transformant la moindre situation en allégorie. Comme si chaque moment appartenait à un récit plus vaste. Elle rencontra Daniel à l'université, lors d'un séminaire sur les langues contemporaines et l'urbanisme. Lui, avec sa pensée logique et son regard pratique. Elle, avec ses idées abstraites et ses théories enflammées. Ils tombèrent amoureux rapidement. Leurs différences, au lieu de les éloigner, les unirent. Laura disait que Daniel était son ancrage. Et lui disait qu'elle était sa fenêtre ouverte sur le monde. Ils eurent 2 enfants. Lucas, 12 ans, créatif et curieux. Et Isabella, 8 ans, douce et observatrice. La maison dans laquelle ils vivaient avait été conçue par Daniel. Et décorée par Laura. Un mariage entre le béton et la poésie. Au début, leur vie conjugale ressemblait à un film qui se termine bien. Mais, comme pour tous les couples, les défis finirent par arriver. Les factures. La fatigue. Le stress du travail. Les horaires décalés. Les silences nocturnes remplis de doutes. Mais il y avait quelque chose entre eux. Une sorte de pacte invisible. Une promesse silencieuse que, malgré les tempêtes, ils continueraient à ramer ensemble. Daniel était fier de la stabilité qu'il avait construite. Il travaillait plus qu'il ne le voulait, c'est vrai. Mais il se justifiait en disant qu'il le faisait pour les enfants, pour leur confort, pour leur avenir. Laura, bien qu'elle regrettait leur manque de temps à deux, ne se plaignait pas. Elle admirait sa dévotion, son éthique, son engagement envers la famille. Et même si, parfois, elle se sentait seule. Il suffisait d'un geste tendre de Daniel. Un dîner improvisé, un petit mot laissé sur la table du salon. Pour que son cœur retrouve la paix. Aux yeux des autres, ils étaient le couple idéal. Ceux qui organisaient les barbecues du dimanche. Qui venaient toujours ensemble aux réunions de parents. Qui prenaient des photos souriantes à chaque voyage. Mais derrière les rideaux de cette maison parfaitement agencée, il y avait des silences qui, lentement, prenaient racine. Daniel passait de plus en plus de temps hors de la maison. Non pas par désintérêt, mais parce qu'il pensait devoir assurer la meilleure école, la mutuelle santé, la rénovation de la maison de plage. Laura, elle, commençait à se sentir invisible. Elle n'avait pas besoin de luxe. Elle avait besoin de présence. D'être vue. Entendue. Touchée. Avec la même délicatesse qu'elle utilisait pour enseigner les tragédies de Shakespeare. Ou les amours impossibles de Jane Austen. La routine s'était installée là où jadis flottaient des billets doux et des baisers ardents. Les câlins étaient devenus brefs. Les conversations, mécaniques. Les regards, précipités. Il y avait encore de l'amour, oui. Mais caché sous des couches de responsabilité, de délai, de silence. Pourtant, Laura continuait d'essayer de raviver la flamme. Elle organisait des dîners. Imaginait de petites surprises. Envoyait des messages tendres pendant les heures de travail. Et Daniel, bien qu'écrasé par ses obligations, tentait de répondre. Mais, en vérité, sans qu'il ne s'en rende compte. Il vivait déjà dans 2 mondes parallèles. Lui croyait prouver son amour par l'effort. La dévotion. Et la responsabilité. Elle, en retour, espérait quelque chose de plus émotionnel, de plus intime, de plus spontané. Cette déconnexion n'était pas flagrante. Elle était subtile, semblable à une fissure dans un mur pourtant solide. On ne la remarque pas tout de suite. Elle reste invisible pendant longtemps, jusqu'au jour où elle devient trop grande pour être ignorée. L'école des enfants restait le lien constant qui les maintenait encore en harmonie. Ils partageaient les tâches parentales avec elle. Daniel était ce père qui n'oubliait jamais une présentation scolaire, Laura, cette mère attentive qui lisait chaque mot inscrit dans le cahier de liaison. Les enfants grandissaient entourés d'amour, mais même eux,
dans leur sagesse innocente, commencèrent à percevoir que quelque chose avait changé. Lucas, le plus sensible, posait des questions trop précises pour un garçon de son âge. Isabella, plus réservée, dessinait sa mère seule, le regard perdu, pendant que son père apparaissait au volant ou téléphone à la main. Des détails insignifiants, en apparence. Mais ils trahissaient déjà l'absence émotionnelle qui avait commencé à s'infiltrer jusque dans les fondations de la maison. Ses amis proches remarquaient combien Laura était devenue plus introspective. Elle racontait moins d'histoires. Elle riait moins, ou alors avec moins de spontanéité. Certaines, inquiètes, lui demandaient si tout allait bien. Avec son élégance naturelle, elle répondait toujours que oui, que c'était simplement de la fatigue, que la vie de mère, d'enseignante et d'épouse était exigeante. Mais au fond d'elle, ce n'était pas de repos qu'elle avait besoin, c'était de se sentir désirée, vue comme une femme, et pas seulement comme un rouage d'une structure fonctionnelle. La routine de l'école, les réunions pédagogiques, les copies à corriger. Tout cela finissait par sembler plus vivant que sa propre maison. Parfois, elle passait de longues minutes à regarder par la fenêtre du salon, observant les couples main dans la rue. Et elle se demandait, à quel moment avait-elle cessé d'être regardée comme ça? Daniel, bien qu'ayant conscience de ces nuances, ne savait pas comment réagir. Il avait grandi dans une famille où les sentiments se manifestaient davantage par des actes que par des mots. Pour lui, subvenir aux besoins, c'était aimer. Être présent pour les obligations, c'était suffisant. Il ne comprenait pas que Laura avait besoin d'autre chose. Et au lieu de chercher à comprendre, il se plongea davantage dans son travail, comme si cela pouvait combler le vide. Il se levait tôt, rentrait tard, et oubliait parfois des dates importantes. Non par méchanceté, mais simplement parce qu'il avait trop à faire. Il aimait encore Laura, profondément, mais il ne savait plus comment l'atteindre. Comme s'il y avait une vitre entre eux, il la voyait, mais ne pouvait plus la toucher. Et pourtant, il restait une certaine beauté dans les petits gestes. Quand ils parvenaient à dîner ensemble, il y avait encore des sourires. Quand leurs enfants se glissaient dans leur lit le dimanche matin, il y avait des éclats de rire. Quand leurs regards se croisaient plus de 5 secondes, il restait une tendresse. Mais il y avait aussi de la fatigue. De la distance. Du bruit. Et tout cela s'accumulait, lentement, comme de la poussière sous un tapis. Jusqu'au jour où une simple étincelle pouvait tout embraser. L'équilibre était fragile, bien plus qu'il ne l'imaginait. Et tandis que Daniel continuait de croire qu'il construisait un avenir sûr. Laura, en silence, commença à se demander si cet avenir était vraiment celui qu'elle désirait. Les nuits devinrent plus longues pour elle. Elle lisait plus qu'elle ne dormait. Elle se replongeait dans d'anciennes lettres, des photos du début de leur mariage, des chansons sur lesquelles ils avaient dansé ensemble dans le salon. Elle essayait, en vain, de retrouver cette sensation de plénitude. Et lorsqu'il la prenait dans ses bras, par surprise, elle fermait les yeux. Et tentait de croire que cela suffisait encore. Mais le temps corrode ce qui n'est pas nourri. Et aussi fort que soit l'affection, aussi sincère que soit l'amour. L'absence de connexion érode l'essence même de ce lien. Et cela, peu à peu, transforme même le mariage le plus solide en château de sable. Personne ne trahit d'un seul coup. Personne ne se lève un matin en décidant de détruire toute une histoire. Avant cela, il y a des choix minuscules. Il y a des silences qui blessent. Des gestes qui se perdent. Des envies que l'on étouffe. Des attentes jamais exprimées. Des caresses qui ne viennent pas. Et cette solitude si particulière d'être accompagné. C'est dans cet espace, dans ce vide entre ce qui a été rêvé et ce qui est vécu, que la fragilité trouve ses brèches. Et c'est exactement là, dans ce silence assourdissant entre deux personnes qui autrefois étaient tout l'une pour l'autre, que quelque chose commença à changer. Quelque chose de subtil, imperceptible. Mais qui, très bientôt, deviendrait impossible à ignorer. Laura commença à se perdre dans de minuscules détails. Dans la façon dont elle mettait plus de temps à répondre quand Daniel l'appelait depuis leur chambre. Dans le soin qu'elle prenait à se coiffer avant de partir travailler. Dans les sourires discrets qu'elle réservait à son téléphone, quand elle croyait que personne ne la regardait. Il n'y eut pas de changement brutal, rien qui crie la trahison.
mais des habitudes, petites, qui s'accumulaient, comme des feuilles mortes dans un jardin autrefois fleuri. Laura était toujours présente à la maison. Elle préparait les plats préférés des enfants. Elle corrigeait les copies sur la table du salon. Elle s'asseyait le soir sur le canapé, un livre à la main. Mais son âme, elle, avait déjà commencé à habiter ailleurs. Daniel, absorbé par un projet en retard et les nouvelles contraintes budgétaires de l'entreprise liées à un appel d'offres délicat, ne vit pas les signes comme il aurait dû. Il voyait le corps, entendait la voix, recevait un baiser furtif et pensait que tout allait encore bien. Mais ce n'était plus le cas. Les amis de Laura la voyaient autrement. L'éclat dans ses yeux n'était plus le même. Mais une nouvelle agitation vibrait en elle. Un besoin d'être vue, désirée, de se rappeler qu'elle existait en tant que femme. L'une d'elles, entre deux sourires, fit même remarquer qu'elle la trouvait plus vivante, plus intense. Laura se contenta de sourire, sans confirmer ni nier. Elle n'était pas le genre de femme à chercher des aventures. Encore moins celle qui trahit sur un coup de tête. Mais en elle grandissait un besoin devenu insupportable. Elle ne cherchait pas un autre homme. Elle cherchait elle-même. La femme qu'elle avait été. Celle qui dansait sans raison. Celle qui se sentait belle quand on la regardait avec désir. Celle qui n'était pas que mère, enseignante, épouse dévouée. Mais une femme, vivante, entière. Et c'est dans ce vide émotionnel, sur ce sol fertile de fragilité et de soif de reconnaissance, qu'il est apparu, un homme prêt à prononcer tout ce que Laura n'avait plus entendu depuis bien trop longtemps. Son nom était Thomas. Grand, élégant, ce genre d'homme qui sourit lentement, comme s'il mesurait exactement l'effet qu'il produisait. Il était le père d'un élève dans l'établissement où Laura enseignait. Veuf depuis 3 ans, il portait dans ses yeux fatigués la trace d'une douleur affrontée et surmontée, une souffrance vécue, digérée, mais encore vive au fond du regard. Et pourtant, il dégageait cette présence stable, rassurante, ce mélange rare d'assurance tranquille et de douceur retenue. Leurs échanges commencèrent innocemment, dans les couloirs, à la sortie des réunions pédagogiques. De simples sourires timides à propos des dissertations d'élèves, quelques éclats de rire brefs, presque anodins. Laura n'y prêta d'abord aucune attention. Mais Thomas, lui, revint, plus souvent qu'avant, avec une régularité qui commençait à frôler l'évidence. Il venait lui-même chercher son fils les jours où celui-ci aurait dû prendre le transport scolaire. Il posait des questions sur les livres, demandait des suggestions d'auteurs pour mieux comprendre la sensibilité de son enfant. Il y avait dans ses mots un soin particulier, une manière de plonger ses yeux dans les siens que Daniel, son mari, avait oublié depuis longtemps. Et Laura, même si elle s'efforçait de détourner le regard, sentait le feu discret qui lui montait dans les veines à chaque fois qu'il lui parlait. Elle en avait honte. De retour chez elle, elle évitait le miroir. Elle se sentait coupable, surtout en se glissant dans le lit à côté de Daniel. Mais plus encore, elle ressentait une boule dans la poitrine en constatant que son mari ne voyait rien. Comme si sa culpabilité ne comptait même plus. Les messages commencèrent une semaine plus tard. Un simple merci pour une recommandation de lecture. Puis un commentaire sur un passage du livre. Et, sans que Laura ne s'en rende vraiment compte, les échanges devinrent plus personnels. Thomas était prudent. Respectueux. Mais persévérant. Il savait complimenter sans être vulgaire, souligner ce qu'elle avait d'unique sans franchir une ligne trop visible. Et c'est ainsi qu'il s'immisça. Sans forcer la porte. Il attendit qu'elle l'ouvre elle-même. Et Laura l'ouvrit. D'abord avec hésitation, puis avec un désir contenu, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de retour possible. Leurs rencontres commencèrent par des cafés volés en milieu d'après-midi. Puis vinrent les dîners, hors de la ville, dans des lieux choisis pour leur discrétion. Laura se préparait avec un soin qu'elle n'avait plus eu depuis des années, elle ressortait des vêtements oubliés, se maquillait lentement, choisissait ce parfum que Daniel autrefois adorait. Avec Thomas, elle se sentait vue. Écoutée. Désirée. Et cela suffisait. Il ne parlait pas d'avenir. Il ne faisait pas de promesses. C'était comme s'il vivait dans une bulle, suspendu dans un temps parallèle. Mais dehors, le vrai temps continuait de filer. Daniel, peu à peu, commença à remarquer certaines choses.
Pas tout de suite. Mais il remarqua que Laura évitait son regard. Qu'elle souriait parfois à son téléphone, avant de le poser, face contre la table. Qu'elle rentrait avec une odeur de vin les jours où elle prétendait avoir corrigé tard des copies. Il ne voulait pas croire. Son esprit cherchait des excuses, des explications, la fatigue, le stress, la surcharge. Mais quelque chose, au fond, se mit à bouger dans son ventre. Une sensation sourde qu'il n'osait nommer. Un jour, il prit le téléphone de Laura, laissé dans la cuisine. Il n'y avait pas de mot de passe. Mais il n'y avait pas de message non plus. Tout était propre. Trop propre. Trop bien rangé. Trop silencieux. Et ce silence se mit à hurler. Les enfants commencèrent à poser des questions. Lucas remarqua l'absence inhabituelle de son père à certaines heures. Il dit que maman était plus distraite. Isabella, elle, confia que sa mère était devenue plus jolie, mais plus triste. Daniel écoutait, en silence. Il tentait de préserver la routine, de protéger ses enfants, de croire que tout cela passerait. Mais une agitation constante le rongeait. Son intuition l'étouffait. Il se mit à l'observer de plus près. Et plus il l'observait, plus elle lui échappait. Un jour, il rentra plus tôt du travail, sans prévenir. Laura était au téléphone. Elle riait doucement, vêtue d'une robe qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Quand elle le vit, elle sursauta et raccrocha aussitôt. Elle dit que c'était une camarade. Mais Daniel connaissait ce sourire. Ce n'était pas celui qu'elle offrait à ses collègues. C'était un sourire intime. Secret. Complice. Il rassembla alors les pièces du puzzle. Les soirs où elle était trop fatiguée pour parler. Les vêtements différents. Le parfum ancien. Sa manière de se refermer quand il tentait de l'embrasser. Et pourtant, il se retint. Il décida d'attendre. D'observer encore. Puis vint la nuit où tout bascula. C'était l'anniversaire de Lucas. Ils sortirent dîner dans un nouveau restaurant chic choisi par Laura. Tous quatre semblaient bien. La soirée était paisible. Les enfants riaient. Laura rayonnait. Et, pendant un instant, Daniel crut que tout allait s'arranger. Mais au moment où il appela le serveur pour commander le dessert préféré de sa fille, un détail troubla cette illusion. Laura reçut un message. Et, en le lisant, son visage perdit son éclat. Elle tenta de le dissimuler, mais Daniel vit. Son expression était celle qu'il avait vue des années plus tôt, le jour de la naissance de Lucas. Un mélange d'amour et d'angoisse. De l'émotion, mais pas pour lui. Ce soir-là, Daniel ne dit rien. Il ramena les enfants. Laisse Laura coucher Isabella. Fit semblant de ne pas voir Lucas qui écoutait leur conversation depuis la cuisine. Et il attendit. Quand Laura revint au salon, il lui demanda si tout allait bien. Elle répondit oui, mais détourna les yeux. C'est alors qu'il la regarda, et d'une voix ferme, inattendue, lui dit. « Je sais. » Elle se figea. Elle tenta de nier. Mais ses yeux parlaient pour elle. Daniel ne cria pas. Il ne cassa rien. Il se leva simplement, et monta dans leur chambre. Le lendemain, il se leva tôt. Prépara le petit déjeuner des enfants. Déposa leurs uniformes sur le canapé. Laissa son portefeuille sur la table. Et partit travailler, sans un mot. Laura ne le suivit pas. Elle ne savait pas quoi dire. Les jours suivants, Daniel resta silencieux. Mais tout en lui avait changé, sa démarche, sa voix, son absence de contact. Il était là, mais il n'était plus avec elle. La trahison, désormais révélée, planait entre eux comme un fantôme. Un spectre que l'on ne pouvait plus ignorer. Et pendant que Laura affrontait les regards curieux de ses amis, le silence pesant de ses enfants, et... Puis, il y avait cette absence émotionnelle définitive de son mari, un vide qui ne se disait pas, mais qui remplissait chaque recoin de la maison. Pourtant, quelque chose de plus lourd encore planait dans l'air. Un secret. Quelque chose que Laura pensait à jamais enfoui, condamné à ne jamais voir la lumière. Mais j'étais sur le point de découvrir que, parfois,
le prix d'un mauvais choix dépasse de loin la perte d'un amour. Il mène à un endroit où aucune excuse ne peut atteindre, un territoire de silence et de conséquences irréparables. Laura n'avait pas vu Daniel partir ce matin-là avec les enfants. Elle s'était réveillée au son sourd d'une porte qui se refermait. Flottant entre rêve et réalité, elle s'était assise lentement dans le lit vide. Les oreillers étaient froids. La maison baignait dans un silence pesant, presque irréel, comme si quelqu'un avait aspiré l'air même des pièces. Elle se leva lentement, passa une main dans ses cheveux, tentant de remettre un peu d'ordre non seulement dans son apparence, mais surtout dans le chaos de ses pensées. Elle voulut appeler Daniel. Mais elle savait déjà qu'il ne répondrait pas. Elle avait essayé les jours précédents en vain. Depuis cette fameuse nuit au restaurant, il n'avait plus adressé un mot. Et elle sentait, au plus profond d'elle, qu'il attendait seulement le bon moment pour agir. Et ce qu'elle redoutait par-dessus tout, c'était ce qui arriverait lorsque ce moment viendrait. Pendant 3 longues semaines, le silence de Daniel fut son plus cruel châtiment. Il continuait ses activités comme si de rien n'était. Il s'occupait des enfants, de la maison, de son travail comme si Laura n'était plus qu'un spectre insignifiant. Comme si elle avait cessé d'exister. Mais quelque chose avait changé. Une clarté étrange dans ses yeux, quelque chose de nouveau. Ce n'était ni de la colère, ni de la douleur. C'était pire. C'était l'indifférence froide de celui qui a lâché prise. Et cela faisait bien plus mal qu'un cri ou qu'un reproche. C'était comme être effacé de la vie. Laura tenta de rétablir un lien. Elle cuisina ses plats préférés, s'intéressa à ses projets, s'assit près de lui sur le canapé. Mais Daniel demeurait impassible, distant, les pensées rivées sur quelque chose qu'elle ne pouvait atteindre. Jusqu'à ce vendredi après-midi. Il rentra plus tôt du travail, demanda aux enfants d'aller dormir chez leur grand-mère. Puis, avec une calme terrifiante, celle de ceux qui n'attendent plus rien, il entra dans le salon et dit « Il faut qu'on parle ». Laura se figea. Un frisson glacial lui parcourut l'échine. Son regard était direct, ferme, sans émotion. Il lui demanda de s'asseoir. Elle obéit, presque mécaniquement. Et alors, il parla. Il lui dit qu'il avait essayé de comprendre, malgré la douleur. Qu'il reconnaissait avoir failli, quelque part, en tant que mari. Que leur mariage s'étiolait depuis longtemps. Mais que rien ne justifiait ce qu'elle avait fait. Il lui dit qu'il ne la haïssait pas, mais qu'il ne l'aimait plus non plus. Et que, par respect pour les années partagées, il voulait une séparation juste, pacifique, civilisée. Laura tenta d'interrompre. Il leva doucement la main. Il dit qu'il n'y aurait plus de discussion sur le passé. La décision était prise. Elle lui demanda s'il y avait quelqu'un d'autre. Une autre femme. Il sourit simplement. Ce genre de question n'a plus d'importance, répondit-il. Quelques jours plus tard, les papiers du divorce arrivèrent. Laura pleura chaque nuit. Elle relisait les messages de Thomas, regardait les photos cachées, repensait aux mensonges. Thomas, lui, ne répondit plus à ses appels après qu'elle lui eut avoué que son mari avait tout découvert. Il disparut, sans un mot, sans adieu. Aucune explication. Aucune lettre. Laura se retrouva seule. Abandonnée. Sans mari. Sans amant. Avec 2 enfants qui ne la regardaient plus comme avant. La douleur était insoutenable. Mais elle savait qu'elle le méritait. Elle chercha refuge dans les cours, les livres, les couloirs de l'école. Mais tout semblait dépourvu de couleur. Le poids du remords était une condamnation plus lourde que n'importe quel jugement. Ce que Laura ne savait pas encore, c'est que Daniel avait découvert bien plus que la trahison. Il avait découvert ce qu'aucun mari ne veut jamais découvrir, que l'homme avec qui sa femme avait partagé son corps, était le même homme qui, des années plus tôt, avait infligé la plus grande blessure de sa jeunesse. Thomas n'était pas un inconnu. Ils se connaissaient. Ils avaient grandi ensemble, joué dans la même rue, partagé des secrets, des jouets, des fêtes. Jusqu'au jour où, à un moment crucial de l'adolescence, Thomas avait tout détruit par ambition. À l'époque, Daniel était tombé amoureux de la même fille que Thomas convoitait. Tandis que Daniel aimait sincèrement, Thomas, lui, manigançait dans l'ombre.
Il inventa des mensonges, sabota des rendez-vous, détruisit les chances de bonheur de son propre ami. Ce fut une période sombre, et leur amitié prit fin inéluctablement. Ils ne se parlèrent plus jamais. Daniel avait enterré ce passé, reconstruit sa vie, réappris à faire confiance. Et maintenant, tant d'années plus tard, ce fantôme revenait par la pire des portes, le lit de sa femme. Il découvrit la vérité par hasard, un jour, en tapant le nom complet de Thomas sur un site de dossier public. Lorsqu'il vit ce visage souriant s'afficher, il gela. Le temps n'avait pas effacé ce rictus cynique. C'était bien lui. Le même regard arrogant. Le même voleur de vie. Et là, Daniel comprit. Il ne suffisait pas de divorcer. Il fallait se libérer. Définitivement. Et pour cela, il devait regarder Laura dans les yeux et lui dire la vérité. Pas celle qu'elle savait. Celle qu'elle ignorait encore. L'occasion se présenta un samedi après-midi. Les enfants étaient chez la mère de Daniel. Laura, dans le jardin, tentait de s'occuper de plantes qu'elle avait laissées mourir ces dernières semaines. Il sortit, l'aborda d'un ton neutre, et l'invita à marcher. Elle hésita, puis accepta. Ils marchèrent sans se toucher, sans se regarder, écoutant seulement le bruit de leurs pas. Ils arrivèrent dans ce parc où, autrefois, ils emmenaient leurs enfants. Il s'assit sur un banc de bois et lui demanda de faire de même. Un long silence s'installa. Puis, il inspira profondément. Et il parla. Il lui dit qu'il savait qui était Thomas. Il lui donna son nom complet. Lui parla de leur passé. De l'amitié détruite. De la trahison de jeunesse. Les yeux de Laura s'écarquillèrent. Elle porta une main à sa bouche. Elle devint livide. Il poursuivit, ce n'était pas qu'une trahison conjugale. C'était une blessure ancienne rouverte. Elle n'avait pas couché avec un inconnu. Elle avait couché avec l'homme qui avait détruit le garçon qu'il avait été. Elle avait donné à l'ennemi ce qui lui appartenait. Même sans le savoir, elle était devenue complice d'une douleur ancienne, plus profonde qu'elle ne l'aurait jamais imaginée. Laura éclata en sanglots, répétant qu'elle ne savait pas, qu'elle ignorait tout, qu'elle n'avait jamais entendu cette histoire. Mais Daniel demeura impassible. Il lui dit qu'il n'était pas là pour entendre ses justifications, mais pour lui faire comprendre l'ampleur de ce qu'elle avait fait. Il ajouta que ce n'était pas une question de pardon ni de haine, mais de conscience. Désormais, elle savait. Chaque caresse, chaque baiser, chaque message échangé avec Thomas n'était pas seulement de l'infidélité. C'était un coup direct porté à un passé qu'il avait lutté toute sa vie pour surmonter. Elle s'effondra à genoux, tremblante, le suppliant de ne pas partir. Lui disant que tout cela ne pouvait pas être définitif. Mais il se leva calmement. Plongea son regard dans le sien avec une sérénité dévastatrice. Et lui dit simplement. Tu ne fais plus partie de l'histoire que je veux écrire à partir de maintenant. Et il rentra seul à la maison. Et lorsqu'il referma la porte derrière lui, il comprit que c'était le commencement de sa liberté. Elle, en revanche, demeura là, à genoux, encerclée par des souvenirs qu'elle ne pouvait plus toucher, pleurant un passé qu'elle ne pourrait jamais réparer et un futur qu'elle ne pourrait jamais atteindre. Dans les jours qui suivirent, Laura sombra dans un vide profond. Le poids de la révélation résonnait encore en elle comme un grondement de tonnerre. Le parc ne quittait plus son esprit, le banc en bois, le ciel sombre au-dessus de leur tête, le ton exact de la voix de Daniel lorsqu'il avait prononcé le nom complet de Thomas, démantelant ainsi toutes les défenses qu'elle tentait encore de maintenir. Elle ne savait pas si c'était vrai, mais désormais cela n'avait plus d'importance. Car la douleur, elle, avait déjà frappé. Daniel n'avait pas crié, il n'avait pas perdu le contrôle, mais son silence avait été la sentence. Un silence tranchant comme une lame, sec, ferme, définitif. Laura ne savait plus comment avancer. Elle essaya de maintenir les routines avec ses enfants, mais leurs regards ne croisaient plus les siens avec la même innocence. Il y avait quelque chose qui, là aussi, commençait à se briser, la confiance, le socle, l'abri. Quand Lucas demanda à dormir 2 jours de suite chez sa grand-mère, elle comprit que la fracture n'était pas seulement conjugale. Elle s'infiltrait dans les liens les plus profonds, ceux qui seraient peut-être les plus difficiles à reconstruire. Daniel, quant à lui,
ne fuyait pas la douleur. Il la portait avec dignité, comme quelqu'un qui comprend que certaines cicatrices ne sont pas des choix, mais des honneurs. Il recommença à mieux dormir, se levait tôt, faisait de longues promenades et reprit contact avec de vieux amis. Lorsqu'on lui posait des questions sur la fin de son mariage, il répondait d'un ton simple et direct, « C'est terminé ». Et personne n'osait aller plus loin. Il retourna dans ce café qu'il aimait bien, reprit des projets laissés de côté, rouvrit un livre commencé des années auparavant. Non par vengeance, ni par orgueil, mais parce qu'il sentait qu'après tant d'années à se consacrer à la stabilité familiale, il était temps, pour la première fois depuis longtemps, de se regarder lui-même. Il se retrouvait seul avec lui-même, et cela, au lieu de lui faire peur, lui apportait un sentiment de liberté. Il commença même à emmener ses enfants au club le week-end, encourageant Lucas au basket, apprenant à Isabella à nager. Ces instants avec ses enfants devinrent son nouveau pilier. Et à la façon dont il se blottissait dans ses bras, on voyait bien que le lien, là, était encore intact. Laura tenta de changer la situation. Elle se rendit à 2 reprises dans le café où il avait l'habitude de s'asseoir le samedi matin. La première fois, il se contenta d'un signe de tête poli et continua sa lecture. La seconde, elle s'installa à la table voisine, commanda le même café qu'avant, et attendit qu'il engage la conversation. Mais il ne le fit pas. Elle parla des enfants, il répondit par des phrases courtes. Elle dit qu'elle avait coupé les ponts avec Thomas, qu'il comprenait maintenant tout, et Daniel hocha simplement la tête, ajoutant qu'il espérait qu'elle allait bien. La phrase semblait bienveillante, mais son regard racontait une toute autre histoire. Il n'était plus là. Il ne réagissait plus. Il ne souffrait plus. Et c'était cela, la vraie fin. Car l'absence de ressentiment, dans son cas, était le signe de la véritable guérison. Laura quitta le café sans finir son café. Pour la première fois, elle goûta au rejet, non pas celui d'un corps ou d'un moment, mais celui, précis, de ne plus être nécessaire à quelqu'un qui avait autrefois représenté tout pour elle. Un après-midi, lors d'une réunion à l'école, ils se croisèrent à nouveau. Daniel arriva accompagné d'une femme, une brune aux cheveux attachés en un chignon élégant, un sourire discret, un regard apaisé. Elle lui parlait avec intimité, mais sans ostentation. Laura les aperçut de loin. Elle se figea. Elle ne l'avait jamais vu ainsi avec personne. C'était différent. Il y avait une légèreté dans ses gestes, un respect silencieux entre eux, qui lui fit plus mal que n'importe quelle scène explicite. Lorsqu'ils s'approchèrent, il salua Laura d'un sourire calme et présenta la femme, Mariana, une amie. Laura tendit la main en dissimulant la douleur qui s'insinuait dans sa poitrine comme un fer brûlant. Mariana, de son côté, fut aimable, courtoise, et n'insista pas pour rester. Lorsqu'ils s'éloignèrent, Laura resta là, quelques secondes, feignant de chercher un nom sur la liste des élèves. Mais à l'intérieur, quelque chose s'effondrait. Ce n'était pas de la jalousie. C'était une prise de conscience. Elle sut, à ce moment-là, qu'il commençait réellement une nouvelle histoire. La nuit tomba, plus silencieuse et oppressante encore que d'habitude. Laura ne mangea pas. Elle s'assit dans la pénombre de la chambre, observant les réverbères par la fenêtre. Elle tenta de se souvenir à quel moment elle s'était perdue. À quel instant elle avait cessé de se battre pour ce qu'elle avait. Quand avait-elle commencé à penser qu'elle méritait davantage, sans se rendre compte qu'elle possédait déjà tant? Elle avait honte. Et il lui manquait. Pas seulement Daniel, son mari, mais aussi celui qui avait été son ami, son complice, son refuge les jours difficiles. Elle voulut l'appeler, lui dire tout ce qu'elle avait sur le cœur. Mais il n'y avait plus de place. Il était passé à autre chose. Et désormais, c'était à elle de faire face à cette absence qu'elle avait elle-même créée. 2 jours plus tard, Laura décida d'aller chez sa belle-mère. Elle avait besoin de voir ses enfants. De sentir qu'il restait un lien auquel se raccrocher. Elle fut reçue avec affection, mais sans chaleur. Sa belle-mère, toujours polie, lui proposa du thé et lui demanda comment elle allait, mais l'élan d'autrefois avait disparu. Les enfants jouaient dans le jardin. Laura s'approcha doucement. Elle appela Isabella, qui courut se blottir dans ses bras. Mais Lucas hésita. Il leva les yeux, la regarda un moment,
puis tourna le dos et retourna à son jeu. La scène brisa Laura de l'intérieur. Elle s'approcha, tenta d'engager la conversation. Il répondit avec indifférence. Quand elle lui demanda s'il voulait rentrer à la maison ce soir-là, il dit qu'il préférait rester là, qu'il aimait dormir ici, maintenant. Laura hocha la tête, retenant ses larmes. Elle partit après avoir embrassé le front de sa fille, le cœur en miettes. Elle comprit enfin que sa chute n'avait pas entraîné qu'elle. Elle avait aussi emporté avec elle ce qu'elle aimait le plus. Et que les dégâts ne se limitaient pas à la fin d'un mariage. La semaine suivante, Laura chercha Thomas. Elle lui envoya un message pour lui demander de parler. Elle avait besoin de mettre un terme à tout cela, de comprendre pourquoi il avait disparu. Thomas répondit des heures plus tard, proposant de se retrouver dans un café discret. Lorsqu'elle arriva, il était déjà là, arborant le même sourire froid, les mains posées sur la table, le regard insondable. Elle s'assit sans le saluer, alla droit au but, elle voulait savoir pourquoi il avait disparu, pourquoi il n'avait rien expliqué. Il haussa les épaules. Il dit qu'il ne s'attendait pas à ce que la situation prenne une telle ampleur, qu'il n'avait pas imaginé qu'elle irait jusqu'à tout révéler, qu'il ne voulait pas gérer de drame. Qu'elle était incroyable, mais qu'elle traversait une période confuse dans sa vie. Laura l'interrompit. Elle dit qu'elle savait qui il était, que Daniel le lui avait dit. Thomas sourit. Il ne parut pas surpris. Il se contenta de dire que le passé n'avait aucune importance, qu'elle exagérait. Laura se leva, attrapa son sac, déclara qu'elle ne voulait plus jamais le revoir, qu'elle regrettait profondément s'être laissée berner. Elle quitta le café sans se retourner, avec la certitude amère que dans sa quête d'elle-même, elle avait perdu tout ce qui comptait réellement. Pendant ce temps, Daniel avançait. Pas dans la précipitation, mais avec fermeté. Mariana n'était pas une simple distraction. C'était une femme qui comprenait son temps, sa douleur, sa reconstruction. Ils se voyaient souvent, marchaient ensemble dans le parc, échangeaient des idées sur les livres, les films, l'éducation. Elle ne demandait rien. Elle était simplement là. Et Daniel, pour la première fois, se sentait accueilli simplement, sans attentes étouffantes, sans exigence. Il parlait peu du passé. Mariana respectait cela. Mais dans ses silences, il disait beaucoup. Et elle écoutait, même ce qu'il ne disait pas. C'était dans cet espace d'écoute et de calme qu'il trouvait la place de se réinventer. Laura avait commencé à éviter les endroits qu'elle fréquentait avec Daniel. Elle ne voulait pas risquer de le croiser, de se souvenir. Mais la ville était trop petite pour autant de fuites. Un jour, au supermarché, leurs chemins se croisèrent. Elle, les cheveux attachés à la hâte, le regard fatigué. Lui, avec ses enfants, souriant, pendant qu'Isabella lui demandait un bonbon. Quand Laura les vit, elle se figea dans l'allée. Daniel la vit. Il hocha discrètement la tête et continua. Il n'y avait plus de ressentiment, mais il n'y avait plus rien non plus. Et c'était cela qui faisait le plus mal. Car le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine. C'est l'absence. Ce soir-là, Laura écrivit une lettre. Pas à Daniel. À ses enfants. Elle leur parla de ses erreurs, de ses choix, et de comment elle avait cessé de voir ce qu'elle avait. Elle leur demanda pardon. Elle ne s'attendait pas à ce qu'ils comprennent tout de suite, mais elle voulait qu'ils sachent qu'eux aussi, les adultes, se perdent un jour, et qu'ils aiment même en faisant des erreurs. Elle plia soigneusement la feuille, la glissa dans une boîte avec de vieilles photos, et la rangea au fond du placard. C'était tout ce qu'elle pouvait faire maintenant. Le temps ferait le reste. Daniel, de son côté, ne gardait plus de lettres. Il gardait des projets. Et pour la première fois, tous les projets ne concernaient que lui et ce qui allait venir. Car enfin, il s'était libéré, non seulement du poids d'une trahison, mais aussi de la culpabilité pour quelque chose qui n'avait jamais été de sa faute. Maintenant, il était temps de recommencer. Et il était prêt. La nuit qui suivit leur rencontre au supermarché marqua un tournant pour Laura. Après cet échange de regards, après avoir vu ses enfants sourire aux côtés de leur père, elle rentra chez elle avec un sentiment d'absence totale. Il y avait quelque chose chez Daniel qui, désormais, s'était définitivement éloigné d'elle, une forme de sérénité que plus aucune excuse ou mémoire partagée ne pouvait atteindre.
L'image d'Isabella riant en tirant le bras de son père, la façon dont il la regardait tendrement, comme s'il était entier dans ce simple moment, l'écrasa de l'intérieur. Ce n'était pas seulement la réalisation qu'elle avait perdu son mari. C'était la compréhension profonde qu'elle avait perdu un foyer. Pour la première fois, elle avait l'impression d'être une visiteuse dans sa propre vie. Comme si les pièces de la maison, les souvenirs, les murs étaient devenus des échos de ce qu'elle-même avait dissous. Elle se mit à se réveiller plus tôt. Pas par obligation, mais parce que ses pensées l'empêchaient de dormir. Elle restait devant le miroir de la salle de bain, une brosse à la main, fixant son reflet, comme si elle espérait y trouver une réponse. Elle avait cessé de se maquiller. Non par tristesse, mais parce qu'elle ne voyait plus l'intérêt d'orner une version d'elle-même qu'elle ne reconnaissait plus. Les jours s'étiraient entre des tentatives de retrouver un certain équilibre. Elle n'arrivait plus à se concentrer en classe. Les élèves le remarquèrent. L'administration aussi. Ses collègues commencèrent à lui demander si elle avait besoin d'aide, si elle voulait parler. Mais Laura les évita. Elle n'avait plus l'énergie de faire semblant. En rentrant chez elle, elle traversait le salon comme une scène abandonnée. Les tableaux au mur semblaient plus gris. Les meubles semblaient appartenir à quelqu'un d'autre. Et d'une certaine façon, c'était le cas. C'était la maison d'une femme qui croyait tout contrôler, qui avait confondu liberté et abandon, qui avait échangé les présents contre des illusions. Daniel, quant à lui, avait trouvé un nouveau rythme. Désormais, lorsqu'il rentrait du travail, il posait son téléphone et s'asseyait avec Isabella pour dessiner, ou aider Lucas à faire un exposé. Il avait commencé à cuisiner de nouveaux plats. Rien de sophistiqué, mais fait avec soin. Mariana venait certains soirs, discrètement, sans envahir l'espace familial. Elle comprenait les limites et respectait leur rythme. Leur relation grandissait avec une calme maturité, sans hâte, sans besoin de prouver quoi que ce soit au monde. Daniel savait qu'il portait encore des blessures, qu'il y avait encore des nuits où les souvenirs indésirables le réveillaient. Mais il savait aussi que ces souvenirs ne le contrôlaient plus. Ils n'étaient plus des ancres, juste des vestiges d'une vie révolue. La séparation officielle eut lieu quelques jours plus tard. Laura signa les papiers avec les mains tremblantes, dans une pièce froide du cabinet d'avocat. Daniel était présent, assis de l'autre côté de la table, droit, le regard direct. Ils échangèrent peu de mots, uniquement l'essentiel. Lorsqu'elle lui demanda s'il lui en voulait, il répondit non. Il dit que la douleur était passée, mais qu'il existait une limite entre le pardon et la cohabitation, que certaines choses ne pouvaient pas être reconstruites. Elle acquiesça d'un léger mouvement de tête. Elle savait qu'il avait raison. En sortant du cabinet, elle s'arrêta sur le trottoir quelques secondes, comme si elle s'attendait à ce que quelque chose explose en elle. Mais tout ce qu'elle ressentit fut un silence profond. Un deuil qui ne se manifeste pas par des larmes, mais par une absence de sens. Vivre avec ses enfants devint son plus grand défi. Lucas, de plus en plus renfermé, s'éloignait peu à peu. Il n'était pas agressif. Il évitait juste de parler. Répondait par de courtes phrases. Gardait ses distances. Isabella était encore affectueuse, mais ne demandait plus à dormir avec elle le dimanche. Laura essayait de rester forte, de recréer des moments. Elle lui proposait de regarder d'anciens films, préparer des douceurs de son enfance. Mais les enfants semblaient plus connectés à la nouvelle structure de la maison de leur père, plus légère, plus calme. C'était cruel. Mais c'était réel. Constater que ses enfants se sentaient plus à l'aise avec Daniel et Mariana qu'avec elle la rongeait peu à peu. Mariana était gentille, savait rester à sa place, n'essayait jamais de se faire passer pour leur mère. Mais cela n'empêchait pas Isabella de l'enlacer naturellement, ni Lucas de sourire à ses blagues discrètes pendant le dîner. Et c'était exactement cela qui commença à ronger Laura de l'intérieur. Le temps ne faisait pas que passer. Il changeait. Et pendant qu'elle essayait encore de comprendre où tout avait dérapé, la vie s'organisait sans elle. Ses amis commencèrent à s'éloigner. Pas par méchanceté. Par épuisement. Quand la douleur d'un autre dure trop longtemps, elle devient un fardeau. Et Laura le remarqua dans les invitations qui ne venaient plus, dans les messages devenus rares, dans les réponses automatiques. Elle s'isola. Elle se mit à écrire dans un vieux carnet,
chaque jour, pour garder un semblant de lucidité. Elle notait des souvenirs, des extraits de livres, des questions qui ne recevraient jamais de réponse. Un jour, elle écrivit. À quel moment cessons-nous de faire partie de la vie de quelqu'un pour devenir juste un détail du passé? Elle relut cette phrase en boucle, les yeux pleins de larmes, jusqu'à ne plus pouvoir continuer. Un dimanche matin, alors qu'elle ramenait Isabella chez son père, elle vit Daniel dans le jardin, s'occupant des plantes. Quelque chose de si simple, mais qui la désarma totalement. Il portait la même vieille chemise qu'il utilisait pour jardiner, les mêmes gestes calmes pour observer les feuilles, les mains sales de terre. Elle voulut franchir le portail, l'appeler, lui dire qu'il était encore temps. Mais elle resta figée, immobile, observant de loin. Lorsqu'Isabella courut vers lui pour le serrer dans ses bras, Daniel se retourna et vit Laura. Il hocha la tête avec un sourire discret, puis reprit son jardinage. Laura ravala ses larmes, fit demi-tour et partit. C'est à ce moment-là que le dilemme moral l'envahit entièrement. Pendant des mois, elle avait tenté de justifier son choix comme une réponse à un vide, à un besoin inassouvi, à une quête d'elle-même. Mais maintenant que le temps lui montrait les vraies conséquences, elle ne pouvait plus se cacher derrière ses récits. Elle comprit que parfois, les erreurs ne naissent pas de la méchanceté, mais de l'omission, de la négligence, de la vanité de croire qu'on aura toujours une autre chance. Mais la vie, parfois, ne donne pas de seconde chance. Parfois, une seule mauvaise décision suffit à tout changer de manière irréversible. Et c'était cela qui faisait le plus mal, ne pas pouvoir revenir en arrière. Ce même soir, Daniel s'assit sur la véranda avec Mariana. Ils partagèrent un verre de vin rouge et ils parlaient de choses simples, comme s'ils se connaissaient depuis des années. Mariana racontait à Daniel des anecdotes sur son frère, un voyage qu'elle rêvait de faire, et un livre qu'elle venait de terminer. Daniel l'écoutait avec une attention profonde. À un moment, elle prit sa main sans un mot. Lui répondit à ce geste, fermement, mais sans empressement. Ce n'était pas une passion débridée, c'était quelque chose de plus profond, comme s'ils comprenaient tous deux la valeur de la présence après avoir, pour la première fois depuis longtemps, ressenti le poids de l'absence. Daniel ressentit une paix intérieure. Pendant ce temps, Laura écrivait dans son carnet avec un stylo presque à court d'encre. Parfois, ce n'est pas la vie qui nous trahit, c'est nous qui trahissons la vie que nous avions. Elle referma le carnet, le rangea dans le tiroir, puis alla se coucher, dans l'obscurité. Il lui fallut du temps pour s'endormir, et quand elle y parvint enfin, le sommeil ne fut pas doux. Elle rêva de son ancienne maison, de ses petits-enfants, de Daniel riant en préparant des crêpes. Elle se réveilla avant l'aube, les yeux brûlants. Elle se leva, regarda par la fenêtre et comprit qu'à force de voir tout rester identique autour d'elle, elle n'appartenait plus à ce monde. Dans les jours qui suivirent, elle prit de petites décisions. Elle réorganisa la maison, décrocha de vieux portraits accrochés au mur, donna les vêtements qu'elle ne portait plus. Ce n'était pas un nouveau départ, pas encore, mais une tentative de faire le ménage dans les décombres. Elle consulta une thérapeute pour la première fois. Elle parlait peu, mais pleurait beaucoup. Elle quittait le cabinet épuisée, mais avec la sensation qu'un chemin existait encore, même s'il était court, même s'il était solitaire. Le dilemme avait changé. Comment continuer à vivre avec dignité après avoir tout perdu? Comment ne pas transformer le regret en prison? Comment redevenir entière, même si personne ne regardait? Daniel poursuivait sa vie avec aisance, non pas parce qu'il avait oublié, mais parce qu'il avait accepté. Les souvenirs, les leçons apprises, les erreurs, et même la douleur étaient devenus des morceaux d'une histoire plus grande, et il voulait l'honorer en vivant mieux. Il était convaincu que recommencer ne signifiait pas effacer, mais choisir la prochaine page. Et là, avec ses enfants tout près, avec une femme qui comprenait le silence, il sentait que malgré tout, il avait gagné. Parce que survivre à la douleur est une forme de victoire, et parfois, c'est dans la perte que l'on trouve la chance d'être entier pour la première fois. Par un après-midi d'automne pluvieux, Laura resta des heures assise devant la fenêtre, regardant le ciel gris devenir le miroir de ce qu'elle ressentait au fond d'elle. Il n'y avait plus d'urgence dans ces journées, juste un lent effondrement émotionnel qu'elle tentait de contenir par de longs silences et des gestes automatiques. La routine était devenue un rituel de pénitence, une suite de mouvements mécaniques où chaque geste semblait porter le poids du passé.
Il devenait de plus en plus difficile de distinguer les jours les uns des autres, et tout ce qui avait autrefois de la couleur n'était plus qu'un spectre opaque de nostalgie et de culpabilité. Quand des éclairs zébrèrent le ciel, elle se recroquevilla sur le canapé, serrant ses genoux contre elle comme pour rétrécir son corps jusqu'à disparaître complètement. Elle se souvint d'un temps où les tempêtes étaient une excuse pour faire du chocolat chaud et regarder des films avec Daniel et les enfants sous une couverture. Maintenant, il n'y avait plus que le silence. Le silence et un regret qui se multipliaient avec chaque souvenir retrouvé. Quelques jours plus tard, Daniel allait chercher Lucas à l'entraînement de basket lorsqu'il remarqua Laura de l'autre côté de la rue. Elle se tenait devant l'école, tenant un parapluie fermé, même sous la bruine légère. Elle ne semblait pas remarquer la pluie ni les voitures. Elle était perdue dans ses pensées, comme prisonnière d'un autre temps. Quand leurs regards se croisèrent, elle tenta de sourire, mais Daniel détourna doucement les yeux et se tourna vers son fils qui approchait, un sac à dos jeté sur une épaule. Lucas monta dans la voiture, excité, racontant un jeu qui avait presque abouti à un panier. Daniel l'écouta attentivement, répondant avec enthousiasme. Quand ils regardèrent à nouveau de l'autre côté de la rue, Laura avait déjà disparu, comme si elle n'avait jamais été là. Et en un sens, c'était exactement cela, elle n'était plus présente nulle part. La semaine suivante, Mariana invita Daniel à un concert de musique classique dans un vieux théâtre qu'il fréquentait avec Laura lors des premières années de leur mariage. Il accepta l'invitation avec un mélange de curiosité et d'appréhension. Il voulait savoir s'il était encore possible d'occuper des lieux qui avaient autrefois du sens, mais avec de nouvelles significations. Ils s'assirent côte à côte, au troisième rang, leurs épaules se frôlant discrètement. Quand le pianiste commença à jouer, Daniel ferma les yeux. La musique réveilla des souvenirs, mais, étonnamment, il ne faisait pas autant mal qu'avant. Mariana observait en silence, respectant chacun de ces silences. À la fin du spectacle, alors que le public applaudissait, Daniel se tourna vers elle comme pour la voir pour la première fois. Il réalisa alors combien elle était belle, pas seulement physiquement, mais par sa présence. Mariana ne posa pas trop de questions, n'exigea pas de réponse, elle offrit juste un espace calme. C'était comme s'il avait trouvé quelqu'un qui comprenait que les cicatrices font partie de ce que nous sommes et que certaines ne disparaîtront jamais, mais que malgré tout, nous méritons de recommencer. Cette même nuit, Laura marchait seule dans la ville, comme si elle cherchait des réponses à chaque coin de rue. Elle passa devant le théâtre par hasard, et en voyant les gens sortir, elle s'approcha, attirée par une force invisible. Elle resta à distance, regardant les couples et les groupes joyeux. Puis elle vit Daniel sortir, main dans la main avec Mariana. Le monde sembla s'arrêter un instant. Ils ne la virent pas. Ils marchaient lentement, riant à quelque chose que seuls comprenaient. La complicité entre eux était évidente. Laura sentit une boule se former dans sa gorge. Ce n'était pas de la jalousie, c'était quelque chose de plus profond, la douleur de voir le bonheur là où elle avait détruit le sien. Elle resta immobile, les regardant disparaître dans la rue, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'écho de pas mouillés sur le trottoir. Les rencontres avec ses enfants devinrent de plus en plus espacées. Lucas évitait de dormir chez elle, prétextant des examens ou des entraînements. Isabella venait encore, mais elle était agitée, parlant beaucoup de son père, de ses nouvelles activités, des histoires drôles que Mariana racontait. Laura écoutait tout cela avec un sourire terne, essayant de ne pas montrer la douleur qui la dévorait de l'intérieur. Un jour, alors qu'elle préparait des pancakes pour sa fille, elle entendit la question qu'elle redoutait le plus, « Maman, pourquoi toi et papa, vous ne pouvez plus être ensemble ?» Tout s'arrêta. La spatule tomba par terre. Elle s'assit devant sa fille, prit ses petites mains dans les siennes et, la voix étranglée, répondit, « Parfois, les adultes font des erreurs qu'on ne peut pas réparer. » Isabella hocha la tête avec la sagesse innocente de quelqu'un qui ne comprend pas encore le poids des mots, mais qui ressent déjà celui des absences. Daniel, quant à lui, commençait à ressentir quelque chose de nouveau, un soulagement. Non pas parce qu'il était loin de Laura, mais parce qu'il se sentait enfin libéré d'une culpabilité qui n'avait jamais été la sienne. Il commençait à comprendre qu'au sein d'une relation, l'amour est souvent soutenu par un seul côté, tandis que l'autre s'éloigne silencieusement. Que la trahison n'est pas toujours un acte physique, mais une série de négligences,
de séparation subtile qui s'accumulent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de retour possible. Et malgré tout, il avait fait ce qu'il pouvait, il avait combattu. Maintenant, il était temps de lâcher prise. C'est ce qu'il fit, peu à peu, sans précipitation, mais sans jamais regarder en arrière. Mariana, de son côté, ne demanda jamais de définition. Elle savait que Daniel traversait encore un processus intérieur, et elle respectait chaque étape. Un jour, lors d'une conversation sur le balcon, il évoqua la possibilité de partir en voyage avec ses enfants pendant les vacances. Mariana sourit et l'encouragea. Elle dit que ce serait merveilleux pour eux trois. Quand il lui demanda si cela ne la dérangerait pas qu'il reste, elle répondit simplement, « Quand on aime quelqu'un, il faut savoir lui donner de l'espace pour renforcer ses racines. » Et c'est ce qu'elle fit. Elle arrosa ce sol avec patience. Daniel serra sa main fermement. Dans ce contact, il y avait un accord silencieux, ils étaient prêts à vivre le nouveau, avec toutes les peurs que cela impliquait, mais aussi avec le courage que donne la vérité. Laura, à cette époque, avait cessé d'attendre des messages qui ne viendraient jamais. Elle allait plus régulièrement en thérapie. Elle commença à écrire des lettres qu'elle n'enverrait jamais. Une à Daniel, une à ses enfants, et même une à elle-même. Elle essayait d'utiliser les mots pour recoller les morceaux qui résistaient encore. Lors d'une séance particulièrement intense, la psychologue lui demanda ce qu'elle voulait désormais. Laura resta silencieuse pendant plusieurs minutes, puis répondit « Je veux me pardonner, pas pour ce que j'ai fait, mais pour être devenu quelqu'un qui ferait ça. » Cette phrase résonna en elle pendant des jours. C'était le début d'une nouvelle conversation, pas avec le monde, mais avec elle-même. Et c'était cette conversation qu'elle devait mener jusqu'au bout. Un samedi, en triant de vieux livres, elle trouva une enveloppe jaune sur laquelle Isabella avait griffonné. À l'intérieur, un dessin des quatre, elle, Daniel, Lucas, et Isabella. La petite fille en robe bleue lisait maladroitement, « Famille heureuse », et fondit en larmes, réalisant qu'il restait une chance de reconstruire le lien avec ses enfants, différents mais sincères. Le lundi, elle demanda à Daniel de récupérer les enfants mercredi pour leur cuisiner un repas. Il accepta simplement. Mercredi, Laura prépara la maison avec soin, cuisina le plat préféré de Lucas, rangea les jouets d'Isabella, posa des fleurs, et accueillit ses enfants avec un sourire sincère. La soirée fut douce, remplie de rires, et Laura retrouva sa place. Quand Daniel vint chercher les enfants, il la remercia. Lucas lui fit une longue accolade silencieuse, Isabella lui offrit un dessin. Ce silence était celui d'une reconstruction possible. Le temps passa doucement, Laura comprit que ses erreurs pouvaient façonner son avenir. Elle perdit plus que son mariage, son reflet dans le miroir, mais apprit à se reconnaître autrement. Elle devint une femme en quête de vérité. Elle donna des conférences pour femmes en crise, partageant son histoire sans masque, déterminée à empêcher d'autres erreurs. Une jeune femme, prête à tromper son mari, renonça en l'écoutant. Daniel, Mariana et les enfants partirent à la campagne, profitant de la nature et de la simplicité. Une nuit étoilée, Daniel confia qu'il laissait le passé derrière lui, et Mariana lui répondit que l'amour vrai ne rivalise pas avec les fantômes. Quelques mois plus tard, Laura reçut une lettre de Lucas, qui parlait d'erreur, de pardon et de courage. Malgré la douleur, il ne ressentait plus de colère et la soutenait. Lors d'une rencontre fortuite, Laura croisa Daniel et Mariana. Elle leur souhaita le bonheur, ressentant gratitude plutôt que douleur. Ils partagèrent un moment de compréhension silencieuse. Avec le temps, les relations s'apaisèrent. Laura rencontra un nouvel homme avec qui elle pouvait être elle-même, retrouvant la légèreté perdue. Daniel demanda Mariana en mariage, entourée des enfants. La cérémonie fut intime, pleine de vérité. Laura n'y fut pas invitée et accepta cette distance avec dignité. Chacun trouva un nouveau chemin, marqué par des cicatrices témoignant des pertes nécessaires à la reconstruction de soi. La trahison détruit l'illusion du parfait, révèle les silences, et montre que l'absence tue plus que l'infidélité. Et vous, quelle partie vous a le plus touché? Partagez votre avis en commentaire, abonnez-vous, activez les notifications et partagez cette histoire. Souvenez-vous, la trahison est une fissure qui ronge tout, chaque choix a des conséquences, et l'amour véritable repose sur le respect.
Merci d'avoir suivi cette histoire. À la prochaine. Gun. You might be back. A name taken 1,000. Congratulations. Oh yeah, I got my army. Oh, I just realized. Oh, that's funny. I can't stop winning. Let's go. Excuse me, dog. There we go. Okay, gamers. Congratulations to everyone who voted yes on if I'm making it to the Nether. You are getting your payouts now. And we have a new bet starting for will I make it to the end? On screen? Yes, it is. Alrighty, let's take a peek in here. I don't think my dogs come with me. That's probably for the best. But now if we decide to go back into the caves. Oh, my dogs did come with me. Oh, one of them did. Oh, there he goes. Okay. Are you gonna attack me? I better get this out, huh? Get the cords? Alright, you're right. And it's basically 0-0. Close enough to 0-0. Oh! Free anvil, let's go. Missed me! Here we go, some gold. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it,
I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been Pretty clunky.